Allez. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Il y a longtemps? On va régler ça. Voilà. Alors, un petit live sur FN Geek, il y avait longtemps. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a comme invité Olivier de Tournai, de chez Planctovie, Marseille, qui sera accompagné de Cyril. Cyril, c'est son collègue. Il vous le présentera. Donc Cyril travaille en permanence avec Olivier. Et donc ils vont nous parler sel. Ils vont nous parler de sa constitution, plus évidemment le sel pour faire de l'eau de mer. Alors je vais voir si il est présent sur le live pour que je puisse l'inviter. Ouais, Frédéric, bonjour. Anne, bonjour Anne. Arnaud le Carpentier, bonjour. Comment ça va? Alexis, comment tu vas Alexis? Tu vas bien? J'ai reçu tes bactéries Alexis, tu peux passer quand tu veux. Je les ai reçues il y a même pas une heure. Voilà, Olivier est là. Je l'invite. Alors, là. Olivier. Non. Olivier, je ne sais pas encore t'ajouter. Il faudrait peut-être que tu regardes pour essayer de rentrer sur le live. Si tu veux bien. Alors, invité. Ah non, ça va, je l'ai invité. Normalement. Olivier, voilà. Envoyé. Invitation envoyée, Olivier. Alors, je ne sais pas si c'est passé. Non, pas encore. Olivier, normalement, je t'ai envoyé l'invite. Non. Petit problème technique avec Olivier. Olivier, tu dois... Pas sur Messenger, en fait. Hein, tu dois accepter l'invitation en direct sur le groupe. Je vais recommencer l'invitation d'ici, en fait. Je te la renvoie, Olivier.
Bon, excusez-nous, un petit problème technique. On va bien y arriver, on l'a déjà fait. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Olivier, regarde un peu si tu sais appuyer dans le fond là. Je ne sais pas si tu vois la barre d'invitation. Ah ouais. Bug. Je relance. Olivier. Ouais, pourtant, Olivier, l'invitation est envoyée en fait. C'est à toi de répondre. Tu dois certainement faire glisser ton doigt dans le fond de l'écran pour faire apparaître les discussions et les invites. Cela, je peux pas mieux faire que de faire comme ça, en fait, que t'inviter comme ça. Olivier, envoyer, inviter les membres du groupe à regarder la vidéo. Hein. Alors, ça c'est bon. Hein. Olivier, si ça marche pas, essaye toi de vouloir rentrer dans le live. Tu vois, dans le fond, tu as des petits icônes avec des petits bonhommes interposés. Dominique. Non, je lui ai pas envoyé d'invitation, Christian, pas aujourd'hui. Mort de rire. Bon, écoute, t'as pas. Alors, plus, autre action, vidéo, non. Inviter des membres. Alors. Olivier. C'est envoyé. Bon, excusez-nous, hein. Ouais, téléphone. Ouais, Frédéric, je suis sur le téléphone et Olivier aussi est sur son téléphone. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas et je ne comprends pas pourquoi. Ah voilà, attends, j'ai peut-être vu quelque chose. Voilà, autorisé, il a trouvé. Tout en cours, ça va fonctionner. On y est presque. Connexion. Ah ben voilà. Bonjour. Nous entend, Julien? Salut, comment ça va? Il va certainement falloir tourner votre téléphone parce que là vous êtes. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Vous êtes comme ça. Ah, Voilà. ah oui. Comme ça, Ouais, vous nous voyez? voilà. Ouais, c'est bon tout ça. Oh non, incline-le. Incline-le. Désolé pour les petits soucis techniques là. Ouais, mais là t'es à l'envers. Ça va aller. Désolé pour les petits soucis techniques là. Voilà, il y a un Ouais, méchant. mais là t'es à l'envers. Et là, on est bien? Ouais, parfait, nickel. Impeccable. Et là, on est bien? Ouais, c'est bon. C'est le décalage. C'est parfait. Voilà, ça bouge un peu. Voilà, ben bonjour à tous et à tous ceux qui sont arrivés. Olivier, bonjour. Cyril, bonjour. Salut Julien. Alors Salut aujourd'hui, tout le monde. tu vas nous parler SEL et tu es Ouais. accompagné de ton collègue Cyril. Alors vas-y, je te laisse nous présenter Cyril. Voilà, bah écoutez, je vous présente Cyril, c'est le technico-commercial chez Planctovie. Donc, il a une formation en écologie, donc ces matières de sel, comment se sont formés les sels et puis l'impact des différentes qualités de sel
sur les organismes que nous chérissons tous, eh bien, ça fait partie du travail quotidien de Cyril. C'est lui qui vulgarise un petit peu tout ce qui se fait chez nous Ouais. et de manière à le rendre abordable auprès de nos clients, aussi bien laboratoire. On travaille avec beaucoup de laboratoires. Ouais. Et puis maintenant auprès de la communauté aquariophile. Voilà, donc c'est Cyril Lefranc. Impeccable. Donc, c'est lui qui rend tous les termes techniques et un peu farfelus que vous avez l'habitude de dire en fait dans les laboratoires et faire comprendre ça à l'amateur aquariophile lambda. C'est ça en gros. Ben c'est voilà, c'est faire comprendre. Nous, c'est ce qu'on adore, c'est comprendre des choses. Voilà, je pars toujours du principe que si les personnes ne comprennent pas ce qu'on raconte, c'est pas de la faute des personnes en question, c'est de notre faute. C'est qu'on n'est pas capable de les expliquer. Voilà, ben ça c'est tout à fait vrai. Et au moins, les choses sont claires après. Enfin, du moins, le plus précis possible. Hein. C'est pas toujours évident à faire comprendre après. C'est pas toujours facile à faire comprendre. Non. Et puis, de toute façon, on n'a pas non plus toutes les réponses à toutes les questions. Voilà, il y en a énormément. Et je me rends compte qu'au plus on avance, au plus je me rends compte à quel point la chimie de l'eau de mer est d'une complexité est inouïe. Ouais. Et on est très loin d'avoir toutes les réponses à nos questions. Tout à fait. Très complexe. Et donc aujourd'hui, tu vas nous éclairer un peu plus sur les teneurs en sel et nous expliquer un peu le sel de mer, c'est quoi. Dans les grandes lignes pour commencer. Hein. Après, si on peut rentrer un peu plus profondément dans les détails, ben, vous le ferez. Hein. Non? Oui, alors bon, ben, le sel s'est formé voilà, par érosion des roches hein, qu'il y a sur Terre. Et par percolation, par ruissellement, bon, ben, c'est retrouvé dans les points les plus bas de la planète, à savoir ben, les océans. Ouais. Voilà. Et les mers, oui, on oublie les mers. Et puis, au fil des millénaires, eh bien, il y a une espèce d'équilibre qui s'est établi entre ces quantités de minéraux et de sel dans l'eau de mer et puis l'évaporation, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec plus ou moins une densité d'eau de mer, une salinité plus ou moins équivalente, on va dire, dans tous les océans du monde, et puis avec une concentration en sel un peu plus élevée dans les mers. Ok, ouais. Les mers. Ouais, donc généralement. Donc généralement, on retrouve plus ou moins 35 grammes de sel par litre d'eau. Hein, généralement dans tout ce qui est mer ouverte. Hein, voilà. Après, il y a les mers fermées, où là, fatalement, dû à une certaine évaporation, là, on retrouve des densités beaucoup plus hautes. Et, notamment en mer morte, là où on attrape des extrêmes de densité. Quoi. Ah ben là, on est au-delà des taux de saturation de l'eau de mer, qui, si je me souviens bien de mes cours de chimie, est aux alentours des 390 grammes par litre, si je me souviens bien. Ouais, je crois on doit être dans les 300 grammes, je pense. 330, 300, c'est dans ces eaux-là de toute façon. Hein. C'est énorme. Ouais, c'est pas loin de 400 grammes par litre que l'eau est capable d'accepter comme soluté de tous les sels différents. Ouais. Voilà. Et donc après, tout ce qui est mer ouverte, là, ça se maintient au niveau du pourcentage. Tous les océans, c'est extraordinaire la stabilité qu'ont tous les océans. Ouais. Sur le plan chimique, mais du coup sur le plan biologique aussi. Et si nos animaux aujourd'hui d'ailleurs sont aussi fragiles, aussi sensibles au blanchissement, qu'on observe malheureusement parfois aussi dans nos aquariums, ben c'est justement pour cette raison-là. La stabilité des océans provient de leur grandeur. Ils sont tellement grands, les océans, qu'ils ont réussi au fil des millions d'années de tamponner les moindres variations. Sauf qu'aujourd'hui, ces variations, à cause de l'activité de l'homme, ces variations sont telles que même les coraux voilà, ne peuvent plus y faire face. Quoi. Et c'est comme ça qu'on assiste au blanchissement. Enfin bon, là, je déborde déjà, donc on va rester sur les sels. Mais, ouais. Après, mais tout ça pour dire que oui, tous les océans du globe sont très stables. Très stable, ouais. Peut-être où j'avais pu lire une légère différence de densité, c'était en mer Rouge. Je ne sais pas si tu sais le confirmer.
complètement. La mer Rouge est un peu plus élevée. Ouais. Et puis bon, après, voilà, c'est une mer, quoi. Donc, c'est pas étonnant. Elle est plus fermée que Mais le ouverte Pacifique, quand même. évidemment. C'est juste, hein. Mais ouverte quand même. Ouais, ouverte, ouais, ouais. Et puis, on a tendance à fermer de plus en plus ces mers, hein, avec voilà, l'apport en eau douce est fortement menacé à cause de l'irrigation, notamment. Ouais, Enfin, bon. à cause de l'urbanisme des villes côtières, les barrages sur les fleuves. Ouais. Tout ça fait que du coup, il y a de moins en moins d'eau douce qui arrive dans les mers et aussi de moins bonne qualité. Donc ça influe aussi voilà, Donc, sur le niveau d'eau dans ces mers relativement fermées. Oui. donc là, sur les mers relativement enfermées, là où la population endémique augmente, quelque part, là où la modernité s'impose, il y a une captation des eaux douces, donc une rétention, et ça impacte directement la qualité d'eau de mer, là où l'eau n'arrive plus en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, parce que les rivières, les fleuves charrient des minéraux issus des montagnes, Ouais. des roches, voilà, des vallées qu'ils traversent, et tous ces minéraux, ces alluvions et tout ça sont après sont charriés et sont déposés ensuite en mer et sur les fonds marins Mhm. et vont alimenter du coup plein d'écosystèmes. Et si on casse cette continuité et ce flux continu par des barrages, qu'on diminue l'apport que proposent ces fleuves et ces rivières, du coup, on diminue aussi par-delà les apports en minéraux et en alluvions, en nutriments pour tous les animaux et les végétaux qui sont Qui en dépendent, quoi. Voilà. Alors, il y a un double effet négatif. D'une part, le développement près de ces mers-là, non seulement, comme le dit Cyril, ça peut diminuer l'apport d'eau douce, ce qui fait que Ouais. voilà, il y a une salinité qui peut augmenter. Mais par ailleurs, l'urbanisme amène aussi son lot de polluants Ouais. qui sont charriés par ces eaux. Et là, il y a deux, trois rapports qui sortent actuellement, notamment sur les taux de polluants. Donc, je pense aux métaux lourds, aux certains pesticides ou bien aux microparticules de plastique qui se retrouvent aujourd'hui dans les mers à des taux qu'on n'avait absolument jamais vus. On estime aujourd'hui que 90% des sels commercialisés, donc quand je dis sels commercialisés, c'est aussi bien les sels pour nos aquariums, mais également notre sel qu'on retrouve dans nos cuisines. Ouais. On estime que 90% de nos sels, tout commerce confondu, contiennent des taux de microparticules de plastique qui sont anormalement élevés et qui ont déjà un effet sur notre physiologie aujourd'hui. Ouais, donc ça, ce que tu me racontes là, c'est très très grave parce qu'en fait, aujourd'hui, pour capter ces microparticules de plastique qui sont errantes dans les océans, eh ben, l'homme n'a pas de chemin de marche arrière pour capter ces plastiques. Donc c'est très grave. Et donc là, à partir du moment où il n'y a pas de moyen de capter ces microparticules de plastique, je pense qu'à un moment, et puis ça a déjà commencé, on les ingère déjà par la nutrition, hein, par les poissons et autres fruits de la mer qu'on consomme en fait. Et puis par le sel. Le sel, Oui, le sel déjà. c'est un aliment qu'on consomme tous les jours. Ouais. Dans tous nos plats, on met du sel. Tous. Mhm. Donc, c'est quelque chose qu'on ingère tous les jours. Ouais. Et qui est quand même vital pour notre santé, quoi. Ouais, donc On ne peut pas s'en passer. ça c'est quelque chose de grave et qu'on ne saura pas gérer aujourd'hui. Et puis, à notre échelle, je pense que là, on est foutu, quoi. Avec des microparticules de plastique comme ça dans le sel en permanence. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas, on y va. Après, toutes les mers ne sont pas affectées de la même Ouais. manière. Bon, je peux envoyer là, les rapports qui sont sortis là. Ce sont des rapports scientifiques, mais c'est public, tout le monde peut les consulter. Ouais. Et on montre notamment qu'il y a des régions bien plus affectées que d'autres. Alors, même la mer Méditerranée contient un certain nombre de particules de plastique qui n'est pas du tout négligeable. Bon, c'est pas encore dramatique par rapport, par exemple, à l'Asie du Sud-Est, où alors là, ça
c'est hallucinant. Moi-même, enfin, j'ai lu ça il y a pas longtemps, j'étais vraiment très très étonné. Et principalement l'Indonésie. L'Indonésie aujourd'hui est une vraie décharge à plastique, Mais en quoi. fait, ils sont pas éduqués au recyclage, toute cette population-là. On les a pas éduqués. C'est pas du tout leur priorité, quoi. C'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité, mais en même temps, le plastique, c'est quelque chose qui est arrivé chez eux un peu comme une surprise. Non? Le plastique. Bon, tu vas en Asie, il y a des pays où le plastique, il y a quelques années ici, ça n'existait pas. Ils emballaient leur nourriture dans des feuilles de palme ou dans des paniers en osier, en bois, en tout ce que tu veux. C'était leur moyen de transport. Oui. Le plastique est un truc nouveau pour nous tous. Hein. Le plastique, il a quoi le plastique il est apparu après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas si vieux que ça. Et puis, il atteint maintenant son paroxysme et maintenant, on se rend compte qu'il pollue notre environnement. Donc, on n'a aucune idée aujourd'hui de comment le traiter. Et il se retrouve dans tous nos plats et dans toutes les mers du monde, mais certaines mers du monde bien plus affectées que d'autres. Et curieusement, alors là, je ne l'explique pas. Puis bon, moi, je ne suis pas un géologue, je pourrais pas, c'est pas mon domaine. Mais toujours est-il que, par exemple, dans la mer Rouge, justement, on en parlait là, la mer Rouge, elle, paraît relativement préservée. Ouais. Alors, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que ce qui borde la mer Rouge, c'est principalement des déserts. Déjà. Ouais. Donc, il n'y a pas énormément de monde qui vit autour de la mer Rouge. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour nous, aquariophiles, hein, parce que beaucoup de nos sels que l'on consomme aujourd'hui pour nos aquariums proviennent de mer Rouge. Donc après… Ça, c'est une bonne nouvelle, je veux rester positif. Donc déjà, moi, dans la sélection d'un sel, aujourd'hui, si on peut en débattre encore après, mais aujourd'hui, si moi je veux me diriger vers un sel où il y aura un risque mineur de pollution, il vaut mieux sélectionner un sel de mer Rouge aujourd'hui. Écoute, dans le choix d'un sel naturel, je parle. Voilà. D'après ce que j'ai pu lire récemment, j'ai tendance à dire que oui, que les sels de mer Rouge, en tout cas les sels naturels de mer Rouge, ont tendance à être préservés. Ouais. Donc là, c'est déjà un bon indicateur. On est sur une mer semi-ouverte. Hein? Pas fermée, pas grande ouverte, mais semi-ouverte. Et là, par sa population tout autour de son périmètre, qui est relativement faible parce qu'elle est bordée de désert, les grands courants marins comme les Gulf Stream n'entraînent pas tous les polluants, les plastiques, directement dans cette mer-là. Hein, c'est une bonne observation. Et c'est ce qui la préserve aussi de la pollution extérieure, en fait, cette mer. Voilà. Sans doute raison, ouais. Il y a 2-3 questions qui viennent de fuser. Là. Il y en avait une intéressante. J'ai vu passer sur les sels liquides. Oui. Donc, c'est J. Moret qui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pense des sels ATI liquides. Je t'en ai touché vaguement un mot. Et tu avais une réponse à ça? Écoute, tu avais une réponse bien claire. En tout cas, c'était sur la conservation de certains éléments. Donc, écoute, déjà, pour être pratico-pratique, tu vois, moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on va aller payer du transport. Ça coûte très cher le transport pour aller porter de l'eau, transporter de l'eau qui vient du fournisseur. Bon, c'est quoi la marque ATI? ATI, ouais. Bon. Après, bon, ça c'est vraiment la logistique, je vais dire. C'est étrange comme principe. Par contre, ce qui est plus inquiétant, personnellement, c'est qu'on le sait qu'il y a énormément de minéraux très volatiles. Bon, celui que nous connaissons tous, par exemple, c'est l'iode. Hein. Mais il y en a énormément d'autres. Et puis, il y a tous ceux qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui ont une utilité dans l'eau de mer. Et moi, ma crainte, c'est que dans une eau, dans un sel liquide, comme on l'appelle, je pense, ma crainte, c'est que dans un sel liquide, tous ces éléments volatiles, très vite, on les retrouvera. Disparaissent, en fait. Voilà, c'est ça. Je dirais, dans un cycle de commercialisation de tout produit, c'est une moyenne de 6 mois entre sa production et sa vente. En 6 mois, sur une étagère d'un importateur, un grossiste, et puis un détaillant, et puis le consommateur final, il peut se passer 6 mois facilement. Je pense que tous les éléments volatiles ne seront plus là. Ouais. Après, il faudra voir un peu ce que le constructeur, donc ATI, en dit.
on ne s'est pas penché sur le problème, on ne s'est pas penché réellement sur le produit. Histoire à suivre, on va dire. Pour le moment, Alors, histoire à suivre. Une autre question que je me posais par rapport à un sel liquide, Oui. c'est que ce qui me dérange, c'est que on a déjà énormément de mal aujourd'hui à contrôler la qualité du sel en soi. Ouais. Hein, métaux lourds, plastique et enfin bref. Mais là, il rajoute encore quelque chose, de l'eau. Et s'il y a bien quelque chose qui est très difficile à contrôler, c'est l'eau. C'est vrai aussi, ouais. Donc l'eau qu'ils prennent, ils la prennent de où? Ouais, il faut voir s'il n'y aura pas des défaillances de mise en œuvre dans la qualité de leur eau, de leur mélange. Parce que moi, mon osmoseur que j'ai chez moi, enfin, ou dans le labo, ou toi, Julien, l'osmoseur que tu as chez toi, ton osmoseur, tu le contrôles. Oui, bien sûr. Tu sais très bien que tu vas changer les colonnes quand il faut. Voilà. Mais le producteur de sel liquide, est-ce qu'il prend le même soin que toi, que nous, à contrôler? C'est vrai qu'on contrôle nos osmoseurs avec des TDS mètres et puis on ne laisse pas passer les microparticules, c'est certain. On est très pointilleux là-dessus. Hein? En tout cas, c'est une chose en plus qu'on nous offre, pour lequel on a très peu de contrôle et pour lequel il n'y a aucune transparence. Ouais. Je vais revenir juste un instant, et puis après on relancera, mais tu nous as dit l'origine du sel, c'est tout ce qui est, on l'a bien compris, l'érosion. Et alors, j'avais lu un article aussi qu'à l'origine, une grosse partie du sel était due aussi en partie à la friction des plaques tectoniques que la Terre a subi il y a des millions d'années d'ici. Et la grosse majorité des sels proviendrait aussi des frictions des plaques tectoniques qu'on a subi, nous, que la Terre a subi il y a des millions et des millions d'années d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel subi encore aujourd'hui, hein? Ouais, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mais bon, les mouvements de plaques tectoniques que la Terre a subis avant notre ère, hein, et bien avant l'ère des dinosaures, à un moment a été infernal. Et donc, d'après certains experts scientifiques, une majeure partie du sel proviendrait aussi de ces événements-là. Ah, complètement, c'est une forme d'érosion, hein. C'est que ce soit l'érosion de la roche ou bien des plaques tectoniques qui sont toutes recyclées. Hein. Ces plaques s'engouffrent à un moment dans le magma, et puis ressurgissent au niveau des dorsales, les dorsales pacifiques et atlantiques. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a eu des énormes frictions l'une contre l'autre comme ça, et là, ça a été une érosion immesurable, quoi. Pour nous, ça sort de l'entendement, quoi. Une érosion pareille. Mais en attendant, voilà. Donc la création du sel, en partie. Après, évidemment, comme tu dis, hein, l'érosion totale au fur des millions d'années, et puis se sont accumulés, et puis voilà, le sel est ce qu'il est aujourd'hui. C'est comme ça qu'un océan, il faut le voir un peu comme une décantation, finalement. Hein. C'est le point le plus bas de la planète. Ouais. C'est les fosses, hein. C'est ça, décantation. C'est une décantation. Donc, qui va recevoir, dans son réceptacle, qui va recevoir hein, tout ce qu'il y a sous terre. C'est comme ça que la composition de l'eau de mer, dans la composition de l'eau de mer, on retrouve un peu tous les éléments, mais tous les éléments du tableau périodique, ils sont. Ouais, voilà. Donc, tout ce qui se retrouve sur Terre, à un moment, se retrouve en mer. Voilà. Tout. Et c'est comme ça qu'on retrouve tous les éléments, en fait. Et puis, au bout du compte, plus nous, on se mettra à polluer, et plus on polluera les océans, de toute façon. Inévitablement. Ça se retrouvera là. Ouais. Alors, on peut achever. Maintenant, on a peut-être oublié quelque chose. C'était d'annoncer notre partie questionnaire. Hein? Ah oui, c'est important. Donc, je te laisse annoncer, Olivier. Non? Eh bien, écoutez, voilà, donc pour tous les participants de ce live, il y a la possibilité de gagner des sacs de sel, des seaux de sel de 10 kilos. Donc, après ce live, Julien nous enverra un petit questionnaire de je ne sais pas combien de questions tu as compulsé, Julien. Et ceux qui répondent correctement aux questions, voilà, les 3 premiers seront tirés au sort.
et gagneront un sac, un seau de sel de 10 kg. Voilà. Donc 3 seaux de sel de 10 kg, comme vient de l'annoncer Olivier. Il faudra simplement répondre à un petit questionnaire, voilà, un petit contrôle. Donc ça vous permet de participer au live, d'être attentif à ce qu'on va dire et ce qui suivra aussi. C'est pour ça que le questionnaire n'est pas encore en ligne et ne le sera pas ce soir, parce que les questions vont être posées sur ce qui se sera dit aujourd'hui, du moins ce soir. Voilà. Et, Je pense. Comment? Oui, c'est ça. On n'a qu'à, après, on prendra 2-3 minutes. Voilà, c'est ça, ensemble. Et puis on déterminera les questions ensemble. Voilà. Ça va, on va pas faire des questions toutes faites, peut-être trop faciles. Et voilà. Mais enfin, l'intérêt du live ce soir, c'est simplement pas de vous faire gagner du sel, mais dans un premier temps, c'est pas le but. Hein. Après, si vous gagnez un saut de sel, tant mieux pour vous. C'est sympa. Et puis en attendant, on va continuer et puis tenter de vous apporter quelque chose de bien. Voilà. Ok, Olivier, on continue. On continue, bien. Donc, on a bien compris d'où provenait le sel. Alors, maintenant, on peut peut-être parler de sa configuration. Qu'est-ce qui le compose exactement? En majeure partie dans les grandes lignes. Hein. Je ne parle pas des macro-éléments, me rassure. plutonium, partie nucléaire, tout ça. Non, on va pas rentrer là-dedans. Mais on ne va pas parler de l'uranium qu'on pourrait trouver dans le sel, dans l'eau de mer, du titane, de l'aluminium. Non, on sait tout ça. On sait que tout ça y est. Le vanadium et tout ça. Mais il y a trop d'éléments pour qu'on puisse tous les connaître et les citer. Mais en attendant, dans les grandes lignes, et surtout les parties qui nous intéressent du sel. Écoute, voilà, le principal élément, ça va sans dire, le fameux chlorure de sodium. L'eau de mer a un système de tampon qui est exceptionnel. C'est le tampon carbonate, hydrogénocarbonate, donc qui est aussi en forte concentration. Et c'est ça d'ailleurs qui va permettre d'avoir un tampon, permettre d'avoir un pH plus ou moins stable. Il y a du calcium évidemment, du magnésium, certains sulfates, potassium, et puis ça c'était pour les macroéléments. Et puis tous les éléments mineurs, dans lesquels il y a malgré tout des choses quand même relativement importantes. Alors on ne comprend pas encore tout. Bon, on sait qu'il y a certains éléments, même des métaux lourds, qui ont a priori un rôle à jouer dans certaines réactions enzymatiques très complexes au sein de la vie et de la microfaune. Certains l'iode aussi, qui est assez important pour beaucoup de phénomènes physiologiques qui intéressent nos animaux. Donc voilà, il y a énormément de choses. Ce qu'on observe, c'est que ces éléments, dont on découvre à peine aujourd'hui le rôle physiologique, certains de ces éléments sont en concentration énormément de fois plus élevée dans les sels que l'on utilise de aquariologie. Voilà, et ça commence à inquiéter un petit peu la communauté aquariophile. C'est quel pourrait avoir l'effet de, je sais pas moi, par exemple, l'argent ou le nickel ou le molybdène qui sont à des concentrations, c'est vrai, de traces dans nos sels commerciaux, mais malgré tout à des taux jusqu'à 10 000 fois plus élevés que dans l'eau de mer naturelle. Ouais. Donc aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Ouais, mais aujourd'hui, comment on t'explique, toi, le fait d'avoir de telles concentrations qui sont juste pas normales pour un sel d'aquarium? Alors ça, c'est une question très difficile, Julien. Tout d'abord, savoir, il faut revenir un peu en arrière. Ouais.
il faut savoir quelles sont les sources des sels commerciaux qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Bah, bon, pour faire simple, en gros, on retrouve soit des sels naturels, comme on dit, hein, donc des sels obtenus par évaporation de l'eau de mer. Okay, on va appeler ça sel naturel. On peut l'appeler comme on veut. Mais Oui, donc là, on va voilà. plus partir alors sur la fabrication du sel et déterminer ce qu'est un sel naturel, ce que tu viens de citer. Donc un sel qu'on va obtenir par évaporation. Hein? Après, tu vas nous parler d'un sel qu'on pourrait dire synthétique. Reconstitué plutôt. Constitué, reconstitué. Ouais, on peut le nommer synthétique entre guillemets. Et puis après, la troisième catégorie de sels, ce sont les sels miniers. C'est ça? Alors, oui, c'est vrai. On peut dire ça comme ça, ouais. Ouais, c'est une bonne manière de présenter. Ouais. Pour vulgariser. Hein. Ouais. Les synthétiques, les miniers et les naturels, ouais. Ok. Donc après, qu'est-ce qui fait que par rapport à un sel naturel, un sel minier et un sel reconstitué, bon, un sel reconstitué, ça sera au bon vouloir du fabricant, quelque part. Ou indépendamment de sa part, on pourra retrouver des saloperies dans le sel. Dans un sel reconstitué. Ouais, ces valeurs, c'est par exemple un sel reconstitué, une marque qui va choisir d'avoir plus de magnésium dans son sel, c'est voulu. C'est un choix pour le type de maintenance qui sera approprié au sel. Par exemple, si je vais citer la marque, c'est Aquaforest. Hein, ils aiment bien être en ultra basse nutrition et quelque part, ils travaillent sur des sels avec de très hautes teneurs en magnésium. Hein, et ils sont par exemple très très bas en, je vais le dire, en KH. Voilà. Et donc ça, c'est spécialement voulu par le constructeur du sel. Maintenant, après, dans un sel reconstitué, qu'est-ce qui fait que lui aura des métaux lourds ou des matières indésirables dans son sel, involontairement de sa part? Alors, l'industrie du sel, c'est un big business. Ouais. Et, mais ça, on l'a compris. Hein. Il suffit d'ouvrir un site web marchand d'accessoires produits Aquario pour comprendre que le sel, je crois que c'est le number one des produits à la vente. Hein. Et donc, ce business est soumis comme n'importe quel autre business aux lois du marché, aux fluctuations du coût des matières premières. Donc à la bourse. Okay. Donc, ils reconstituent, ils vont chercher, j'en sais rien, moi, ils vont chercher le calcium au Pakistan, ils vont chercher le potassium, ils vont le chercher à Détroit aux États-Unis, les lacs salés en Utah, enfin, etc. D'autres éléments. Donc, beaucoup de marques vont chercher tous les éléments séparés, miniers ou synthétiques. Hein, mais ils mélangent un peu tous ces éléments séparés pour reconstituer quelque chose qui ressemble à l'eau de mer naturelle. Tu vois. Là où ça pose un problème, c'est que, par exemple, je sais pas, par exemple, Détroit. Hein, Détroit, il y a une énorme mine de sel sous Détroit qui est exploitée depuis des dizaines d'années et qui fournit du sel à énormément d'industries différentes depuis des dizaines d'années. Mais il n'y a pas qu'à Détroit. Il y a énormément de sites miniers comme ça où on extrait les constituants de base des sels. Mais le problème avec tous ces extraits miniers, c'est qu'au fil des milliers d'années, l'eau a percolé au travers la roche, se chargeant de choses pas très top, tu vois. Par exemple, s'il y a une grosse ville juste au-dessus, tu peux bien imaginer que l'eau qui va percoler, qui va se retrouver dans les nappes de sel souterrain, tu peux bien imaginer qu'il y a des risques de contamination qui n'est pas négligeable. Okay, ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis toujours relativement fortement méfié des sels extraits, quoi, de mines. Et alors, l'autre chose, c'est que, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que voilà, donc les fluctuations en bourse, etc., coût des matières premières, etc. Donc, un jour, tu vois, une marque A, par exemple, va aller chercher des constituants de qualité, j'en sais rien, moi, en Utah, par exemple, aux États-Unis. Le cours du dollar va changer, ne va plus être bénéfique.
Et donc, tout à coup, le constructeur, bah, plutôt que de continuer à le prendre aux USA, tout à coup, il va changer, il va le prendre au Pakistan. Tu vois, et donc, le risque, bah, c'est d'avoir des fluctuations changeantes. Tu vois. Donc, tu peux très bien avoir une marque A qui, un jour, a un lot qui est nickel, qui est parfait, quoi. Il n'y a pas la moindre trace de métaux lourds, de pesticides, etc. Et puis 6 mois plus tard, les constituants de base ont des provenances différentes. Et puis voilà, c'est toi-même l'autre jour qui me parlait de ce genre de problème. On va pas citer les marques, on n'est pas ici pour ça. Mais tu avais un sel qui procurait un KH de 12, la même marque de sel, 6 mois plus tard, tu avais un KH de 6 seulement. Tu vois, et donc, tu vois, ça, c'est vraiment étrange. Donc, la fluctuation des marques de sel, au-delà des problèmes de polluants, etc., qu'on y trouve dedans, la fluctuation est un problème en soi, je pense. Et nous, dans les laboratoires, on ne peut pas se permettre fluctuation parce que imagine bien que si on soumet nos animaux à des qualités de sel différentes, ben les animaux vont réagir très différemment aux conditions auxquelles ils sont soumis. Et donc, on ne va plus rien comprendre à nos expériences, Ouais, aux résultats. et quelque part, c'est dingue ce que tu dis là, parce que, évidemment, on entend souvent des gens, ah, moi, ça fait des années que j'utilise le sel A, B, C, D, que sais-je. J'ai jamais eu d'ennui. Et puis un autre va dire, ouais, mais moi, j'ai essayé celle-là, et puis j'ai eu que des merdes. Ou le même qui a été content pendant des années avec un sel, du jour au lendemain, il fait un changement d'eau, bam, gros crash dans le bac, il s'est passé quelque chose. Et souvent, on cherche la cause. Et souvent, ça peut provenir simplement d'un sel reconstitué où il y a eu une extraction minière, une mauvaise veine, on va dire, hein, une mauvaise Ouais. veine qui n'a pas été contrôlée au niveau qualité. Et là, on se retrouve peut-être avec un excès de cuivre, un excès de phosphate ou de nitrate, que sais-je. Le cuivre, justement, c'est un problème récurrent, ça. Ouais, ce cuivre, ouais, souvent on retrouve des cuivres hein, maintenant dans beaucoup de sels. Et donc voilà, et donc du jour au lendemain, on peut être busé par un sel dans lequel on avait une complète confiance en fait, c'est ça. Et ça c'est laid, hein. Ouais. Ça c'est vraiment moche d'en arriver là quoi. Et donc au détriment de la qualité de nos aquariums, sur un coup de tête boursier, eh ben en fait les achats changent carrément de continent, c'est ça en gros. Et puis on se retrouve du jour au lendemain avec une merde de sel, quoi. En gros, c'est ça. Donc il faut se méfier, quoi. Ouais. Il faut se méfier des sels reconstitués, des sels synthétiques. Après bah, voilà, moi j'invite tout le monde. Voilà, moi je suis pas ici pour dire il faut prendre ça ou pas ça, etc. Aujourd'hui, l'aquariophile a les possibilités de tester les sels avec lesquels il travaille. Il a les tests Les tests labo, hein, ouais. Les tests ICP. Voilà, il a je pense, de bonne qualité. Bon, voilà, moi, j'ai entendu dire beaucoup de bien. Moi, je connais pas très très bien les gens de chez Triton. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de bien concernant leurs produits. Après, il y en a peut-être d'autres, j'en sais rien. Mais voilà, aujourd'hui, on a la possibilité, à moindre coût, de pouvoir tester la présence de ces métaux lourds. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Ouais, dans son propre aquarium, ça vaut la peine. Mais sur un sel, par exemple, on ne peut pas le faire. On ne peut pas se permettre parce que si du jour au lendemain, la veine d'extraction change, le test ICP ne sert strictement à rien, hein. Là, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, il n'y a pas le choix que de l'essayer et de faire un test ICP directement sur son bac pour voir si c'est correct, quoi. Et donc, il faut faire un test. C'est pour ça que peut-être que. Un test ICP régulier. Ou alors, une bonne méthode, c'est. Chaque nouveau lot. Hein. C'est un sel naturel qui est tout le temps prélevé au même endroit. Ouais. Tu vois. Voilà. Donc là, tu nous as parlé brièvement du sel synthétique. Et donc, on va venir à la conception du sel naturel. Donc, Ouais. lui, comment est fait le sel naturel? Je vais pas aller dans le sud de la France, taper de la flotte sur une paillasse, attendre que ça s'évapore, et puis je vais pas en faire du sel de mer. Hein. Tu es d'accord avec moi? La croûte que je vais en sortir, je vais pas la foutre dans un aquarium, ça va pas fonctionner. Comment est-ce qu'ils font? Non, mais c'est pas très éloigné de ça, en fait. Tu sais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, ils mettent
par exemple, bon après, je sais comment, par exemple, le Royal Nature, je sais comment il est fait. Bon, après, je ne sais pas comment sont faits les autres. Ouais. Mais en tout cas, en Israël, ils prélèvent des quantités de la mer Rouge qu'ils mettent en bassin. Ils soumettent l'eau à un rayonnement solaire très puissant, de manière à l'évaporer très vite. Alors, il faut savoir que tous les sels ne précipitent pas tous à la même vitesse, tu vois. Donc, en laissant s'évaporer l'eau, Ouais. la densité, la saumure que ça va créer, on va voir se faire, on va voir précipiter certains sels plutôt que d'autres. Donc, au fur et à mesure de l'évaporation, on va récupérer couche après couche, on va récupérer tous les constituants de base de l'eau de mer. Ouais. Donc là, pour que les auditeurs nous suivent bien, par couche d'évaporation, on va récupérer différents sels qui constituent l'eau de mer. Donc, dans les sels qui constituent l'eau de mer, on va retrouver les magnésiums. Alors, il y a les carbonates. Les carbonates. Les carbonates, en gros, bon, pour faire simple, d'abord, il y a les sels de carbonate, de sulfate qui vont précipiter en premier. Ouais. Ensuite, le NaCl, le chlore de sodium. Oui. Donc, les carbonates, les sulfates, le NaCl, le magnésium et puis le brome, tout ce qui est sel de brome. Voilà. En gros, c'est l'ordre de précipitation au fur et à mesure de la formation de la saumure. Tu vois. Et donc, il récupère couche après couche ces différents constituants. Ouais. Il les broie, il les affine au maximum, il les broie, il les dessèche. Et puis après, on les remélange pour avoir les taux désirés. Donc à proportion, comme il serait indiqué sur le seau de sel à ce moment-là. Donc teneur en calcium 410 ppm, c'est ça. Magnésium 1200 ou que sais-je moi, 1310, c'est ça. Donc après, sur des bases de l'évaporation naturelle des sels, ça fait des croûtes, des plaques, des grumeaux. Ils broient ça, ils finent ça au plus fin. Hein, donc c'est remoulu et remoulu. Dessèche. Comment? Il dessèche encore. Donc il le déshydrate. Au maximum. Donc sel déshydraté. Au maximum. Enfin, ça dépend. Pas tous. Ça dépend. Oui, bon. Il y en a qui vont le déshydrater. Il y a entre 6 et 12% d'humidité dans un sel. Et ça, c'est énorme. De passer de 6 à 12% d'humidité, c'est énorme. Ça fait le change par rapport à la dissolution. Si j'achète 20 kg de sel à une teneur de 12% d'humidité et un sel à 2% ou 0% d'humidité, ma production d'eau va pas être pareille. Tu as tout compris. Dans un sel humide, tu vas acheter de l'eau. Parce que c'est vraiment ça. Dans un sel déshydraté, bah, tu vas acheter du sel. Voilà. Tu vas acheter ce que tu veux. Tu vois. Donc ça, c'est très important aussi. Ça, je trouve qu'il n'y a personne qui communique vraiment là-dessus. Mais je pense que l'industrie fait beaucoup d'argent là-dessus. Donc, dans la sélection d'un bon sel naturel, ce qu'il faudra aller voir, c'est la teneur en humidité. Ouais, ça, c'est très important. Et ça, généralement, sur chaque saut de sel, c'est notifié. Le consommateur, lui, peut se rendre compte de ça. Non, c'est pas marqué. Pas notifié. J'ai jamais fait attention, en fait. J'ai jamais fait gaffe si la teneur en humidité était notifiée sur les emballages. J'ai jamais fait gaffe. Et donc, toi, tu conseilles de le contrôler comment, ça? Tu sais? Alors, tu peux pas... C'est une bonne question. Alors, s'il y a moyen, mais c'est assez compliqué pour un aquariophile, donc il faut un peu de matériel, il ne pourra pas le faire comme ça. Mais cela dit, tu prends ton seau de sel, tu reconstitues ton eau de mer selon les doses recommandées. Et tu vois combien de litres a été produit à la même densité? Tu vois la densité que tu obtiens. Avec une autre marque de sel, pour obtenir cette même densité, si le sel est bien déshydraté, tu devras en mettre moins. Donc, ça ne te coûte pas moins cher. Non, mais ça, par exemple, c'est noté sur les seaux de sel. La production totale d'eau produite avec l'emballage fait. Donc, que ça soit un pot de 5, 10, 15, 20 litres,
la quantité totale d'eau produite, elle est notifiée. Donc ça peut être parleur par rapport à la teneur en humidité dans le sel. Après, pour ça, il faut bien comparer voilà, le même volume d'eau de mer créé et aussi la même teneur, la même densité obtenue au Ouais, final. à la même température, quoi. 1025 Ouais. 1025 à 25 degrés, quoi. Ouais, parce qu'il y a certaines marques de sel qui disent mélanger, bon, j'invente 35 grammes par litre, mais tu obtiens 29 ppt. Ah ouais. Tu vois. Une autre marque, elle va te dire la même chose, 35 grammes par litre, et là, tu obtiens 36 ppt ou 35 ppt. Tu vois, il y a une différence. Tu vois. Ouais, il y a vraiment une différence nette sur la production. 29 ppt, il n'y a personne qui travaille à 29 ppt. Tu vois, on a tous nos aquariums à 30, entre 33 et 37 ppt. Ouais, on a 35. Tu vois. 35, ouais. Mais il n'y a personne qui travaille à 29 ppt, tu vois. Et pourtant, il y en a qui Si, disent 29 voilà, ppt, mais on peut c'est, travailler mais c'est écrit en dessous, un c'est producteur écrit en dessous, de rotifères, il va travailler. nous à 29 ppt. Mais il n'y a personne qui travaille à 29 ppt. Ouais. tu vois. Si, un producteur de rotifères, Oui, c'est ouais. pour des à rotifères. la Ouais. limite, même plus bas. Parlons rotifères, justement. Voilà. même 1028, ça passe encore. Hein, rotifère. Mais enfin bon. Ah, mais non, rotifère, tu peux, non, tu peux aller jusqu'à 15. Ouais, 15. Nous, on 15, est ouais, jusqu'à juste. 15 Pas pour les 18, 15. laboratoires, ouais. Ouais. Bon, après, c'est Pour les laboratoires. le choc quand tu le mets dans du 35. Hein, Ah non, pour les aquariophiles, il faut non, pas non, faire parce ça. que le choc osmotique est Il c'est pas faut bon. qu'ils les élèvent à la même concentration densité. que la- Mais nous, pour les labos, on a certaines expériences à 15 ppt, et donc voilà. Ouais. Donc, continuons sur le sel naturel. On en était arrivé sur la méthode couche par couche. Hein. Ouais, c'est ça. En gros, c'est des feuilles. Hein, on fait des lasagnes, c'est des feuilles différentes. C'est ça. On broie le tout au plus fin. Et là, le producteur, il dit je le déshydrate à hauteur de autant de pourcents. C'est son choix, en fait, quelque part, de taper la qualité. Il va peut-être faire du quasi zéro d'humidité. C'est difficile là, d'avoir. Non, on n'en fait pas zéro. Voilà, on n'y sera jamais. Parce que tu ouvres le seau, un quart d'heure c'est après, il s'est chargé, hein, de toute façon, en humidité. C'est vrai. Hein. Il n'y a que quand il est bien fermé étanche qu'il va garder son côté déshydraté. Bon, il vaut mieux bien fermer les seaux. Hein. Quoi. Après qu'il y ait du 6 ou du 12%, ça c'est la volonté du producteur. De faire du top qualité. Voilà. Ouais, c'est plus cher. C'est plus cher d'aller le déshydrater au maximum. Ça coûte cher. Ouais. Coûte cher. Après, là, il faut se renseigner chez les producteurs. Tiens, ton sel, il est déshydraté à hauteur de combien de pourcents? Et là, quelque part, il faut lui faire confiance. Quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et après, comment est-ce qu'eux déterminent la lasagne là, qu'ils ont mis couche par couche, remélangée, les proportions? Qu'est-ce qui leur fait dire que c'est mieux d'avoir autant de calcium, autant de magnésium, autant d'hydrocarbonate? Bonne question. Bon, ça si tu veux, on répond, les producteurs répondent un petit peu aux besoins du marché, aux besoins de l'aquariophile. Bon, tu le sais très bien, Julien, c'est toi qui pourras en parler très bien. Voilà, la grosse difficulté dans nos bacs récifaux, bah, c'est le KH et le calcium. Donc, on aime bien aujourd'hui avoir des sels un peu enrichis en calcium. Tu vois, en calcium, ouais. Après, le KH, ça dépendra de la maintenance qu'on veut réellement, je dirais. Mais c'est vrai que le calcium, ouais, de toute façon, le calcium aussi, c'est difficile de dire oui, il faut 450 de calcium dans un aquarium, alors que c'est pas forcément l'idéal pour toutes les maintenances. C'est la même chose pour le KH. Hein. Il y en a qui aiment bien se taper à 9, 10 de KH, alors que, par exemple, moi j'ai horreur de ça. J'aime bien être 7,5 en KH dans mes bacs. Ça me plaît bien, quoi, voilà. Mais selon les animaux qu'on désire maintenir et la complexité des animaux qu'on souhaite maintenir, ben, toutes ces valeurs-là vont être préférentielles. Ça va être quelque chose de très personnel. Hein. Selon l'éclairage aussi qu'on utilise. Hein. Là, bon, sans doute, ce qui est le plus important, c'est d'obtenir in fine un sel qui se rapproche au maximum de l'eau naturelle.
C'est ça le plus important. Donc, il faut vraiment aller Donc, chercher c'est le. de lasagne, on les reconstitue avant tout pour refaire de l'eau de mer, enfin pour refaire de l'eau de mer excessivement proche, quoi. On est très très. Il y a simplement, on rajoute simplement un peu plus de calcium de manière à, et de magnésium, manière à pouvoir voilà, répondre plus à la demande aquariophile. Mais voilà, mais en gros, on est avec des sels quand même qui ressemblent très très fortement à l'eau de mer. Ouais. Donc, Naturel. avec un sel naturel, pour toi, en gros, c'est ce qu'il y a de mieux. Ben, voilà, c'est naturel. Bon, en tout cas, ça a été montré, c'est pas moi qui le dis. Il y a quand même pas mal de rapports qui sortent maintenant au niveau des microparticules de plastique qui relarguent lentement mais sûrement des biopesticides, des pesticides ou des antibiotiques, etc. Donc, les microparticules de plastique, vraiment, ça devient vraiment un énorme problème sanitaire. Et puis les métaux lourds. Les métaux lourds qu'on retrouve de plus en plus, et particulièrement dans tout ce qui est sel synthétique, comme tu disais tout à l'heure. Donc, à ce titre-là, j'aurais tendance à vraiment privilégier, c'est sûr, les sels naturels obtenus par évaporation, pour autant que les constituants de base obtenus par évaporation soient toujours prélevés exactement au même endroit. Comme ça, on a des lots qui sont identiques. Ça, c'est très, très important. Ouais. Après, je suppose que les gars qui font des sels naturels comme ça, on peut parler Red Sea, par exemple, ils sont en mer Rouge. C'est en mer Rouge, ouais. Donc là, on est de toute façon tout de suite au point de vue géographique dans une mer, on dirait top, au point de vue d'extraction de sel. On en a parlé. Mer semi-ouverte, hein, peu d'influence extérieure sur la pollution, les microparticules de plastique. Donc, choisir un producteur de sel qui est en mer Rouge, c'est déjà un gros travail de fait dans la sélection, quoi. Là, on peut déjà quasi dormir sur ses deux oreilles au niveau de la qualité. Après, c'est aussi une mer qui abrite beaucoup de coraux. Et donc, si on a un aquarium récifal, voilà, avoir un sel qui provient d'une mer tropicale avec voilà, déjà la présence de coraux dans ces mers-là, bah c'est un gage voilà, de qualité. de proposer à ces coraux dans son aquarium voilà, un environnement très familier, quoi, très proche de ce qu'il trouve dans son milieu naturel. Ouais. Donc là, automatiquement, dans la sélection d'un sel de mer Rouge, on a déjà fait un très bon choix. Voilà. Après, plaise ou ne plaise pas, hein. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui vont se diriger vers des sels complètement reconstitués. Et bon, après ça, les choix, les goûts et les couleurs, on peut pas discuter. Après, sur les sels naturels, au point de vue apport, par exemple, tout ce qui est iode et tout ça, comment est-ce qu'ils font ces apports-là? Donc là, on a bien compris les grandes fractions de base du sel. On l'a bien compris que par évaporation et par couche, c'est extrait au bon moment, on va dire. Hein. C'est remixé, dosé, déshydraté. Mais dans tout ça, ça ne suffit pas. Il manque encore quelques éléments. Bah, c'est une question difficile. Alors moi, je connais, je connais pas les détails, je connais pas les recettes de tous les fabricants. Parce que j'ai vu passer par exemple une question là, il y a une seconde. Mais alors pourquoi retrouve-t-on des métaux lourds dans les sels Red Sea? J'en sais rien. Moi, je connais pas, je sais pas comment, je connais pas toutes les recettes de Red Sea. Je serais incapable d'en parler. Voilà. Après, c'est pas parce qu'ils prélèvent une partie en mer Rouge qu'ils vont pas aller chercher le potassium à gauche. C'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. C'est rien. Tout à fait. Et ça, j'avais lu un article aussi où sur certains lots de sel Red Sea, pendant tout un temps où ça peut encore arriver, on retrouvait des métaux lourds. C'était un sel Red Sea. Maintenant, qui dit que à tel moment de l'année, il ne s'est pas passé une bourde dans leur évaporation ou qu'ils n'ont pas été achetés 500 tonnes de calcium au Pakistan,
dans Exact. une mine, et puis là, ça a merdé parce que ben, la mine, il y avait Ça, une veine je pourrie, peux pas me- et puis il se retrouve avec tout un lot de sel pourri, en gros. Voilà. Ben, on extrapole, hein, on explique plus ou moins ce qui pourrait arriver et pourquoi ça pourrait arriver. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur, bon, eau de mer naturelle, bon, moi, je suis convaincu. Mais pour autant que c'est toujours prélevé, toujours au même endroit et à un seul endroit. Ouais, et toujours avec les mêmes recettes. Toujours avec les mêmes recettes. De la constance. Voilà. Voilà. Ça oui, ça oui. Quand on dit eau de mer naturelle, de mer rouge, il faut que tout soit prélevé en mer C'est rouge. ça. Voilà. Après, on ne peut pas toujours s'assurer que le producteur de sel suive sa recette au pied de la lettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il peut se passer une bourde. Ben écoute, nous c'est pour ça, bon, voilà, je vais prêcher un peu pour ma chapelle, j'avoue. Mais c'est bon, tu vois, j'en ai testé des sels. Hein, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup dans ma vie. Et au final, voilà, j'ai eu la connaissance, la chance de faire la connaissance des producteurs de Royal Nature. C'est des gens qui m'ont convaincu par leur sérieux. Ron est un chimiste pur et dur à la base. Il était d'ailleurs professeur de chimie à la base. Donc voilà, j'ai eu confiance. J'ai vu sa manière de faire les choses, sa constance. Il a pu me garantir que tout était prélevé à un seul endroit, tout était mixé, desséché sur place chez lui. Donc voilà, j'ai fait confiance. Ensuite, j'ai fait mes tests biologiques, mais également chimiques. Hein. Ouais. J'ai collaboré avec quelques laboratoires pour m'assurer d'un lot à l'autre qu'on avait de la constance et qu'on avait, qu'on avait qu'on avait absolument rien en métaux lourds, quoi. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Il y a d'autres laboratoires qui l'ont testé. Il y a d'autres magasins d'ailleurs qui ont publié ces données-là, notamment en Belgique, d'ailleurs près de chez toi. Donc voilà, moi je dors vraiment sur mes deux oreilles pour mes animaux. Ouais, il est vrai que après, c'est vrai que nous, en Belgique, on a quelqu'un qui avait déjà travaillé sur le sujet des métaux lourds, sur les sels, sur les grandes marques de sel, sur les métaux lourds contenus. À l'époque, ça avait fait du bruit et puis les professionnels se sont dit on va pas dormir là-dessus parce que voilà, vous n'avez pas envie de prendre tout de suite sur leur gueule. Hein. Donc c'est un peu passé aux oubliettes, mais c'est vrai que moi Ça revient beaucoup. C'est un sujet qui revient. J'ai vu ces rapports, mais il y a de ça 4-5 ans d'ici. Après, c'est vrai que tu parles d'une marque où tu parles d'une marque qui n'est pas fort présente en fait en Europe, Olivier. Toi, au niveau, moi j'en ai déjà parlé de cette marque-là brièvement à des potes qui connaissent. Quand on dit non, ah oui, Royal Nature, mais c'est quelque chose qu'on voit pas. Ben non, alors en gros, il y a seulement 3 importateurs pour toute l'Europe, dont je fais partie. On lance Royal Nature sur le marché européen. Seulement maintenant. Donc c'est vrai que ça a mis un peu de temps sur le marché européen. Aux États-Unis, ils l'utilisent déjà depuis quelques années, aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs. Donc on a maintenant un bon retour grâce aux Américains qui ont été moins frileux que les Européens. Et, Ouais, toi, après, c'est bah, parce grâce que tu l'utilises pour le laboratoire, pour la partie laboratoire. Donc là, toi, ça Ouais, fait des c'est ça. années que tu es à la recherche d'un sel dépourvu de métaux lourds et qui conviennent à ta clientèle de laboratoire, quoi. Voilà. Ouais, Parce que tu c'est es ça. obligé, en fait. Ça. Tu es obligé d'avoir une qualité en grade A. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Bah, voilà, parmi nos clients, il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle de l'écotoxicologie. Ouais. Hein. Donc, ils testent les polluants
de la nature où ils font de la toxicologie hein, pour tester des médicaments, etc., sur certains organismes aquatiques. Ben donc, évidemment, au départ, il faut une ligne de base, si tu veux, à zéro. Donc, il ne faut pas la moindre forme de pollution pour après aller étudier l'effet d'un polluant sur tes organismes aquatiques. Parce que sinon, tu comprends. Déjà, au départ, ton expérience, elle est biaisée parce que tes animaux aquatiques baignent dans une eau déjà polluée. Si tu rajoutes après un polluant que tu étudies, tu ne vas rien comprendre. Ouais, en Donc, fait, c'est quand tu très, tournes en très rond, quoi. important de Dans ton base. expérience, enfin, ou du moins tes clients, ils vont tourner en rond, quoi. Parce que s'ils utilisent quelque chose de pollué pour chercher un polluant, ça sert strictement à rien. Ouais, ouais. Mais après, pour revenir sur les sels, donc là, on était passé sur la partie sel naturel, comment bien les sélectionner. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur un sel naturel. On n'a pas vraiment fait le tour parce qu'on pourrait rentrer plus profondément hein, dans les macro-éléments et autres. Il y a une liste exhaustive, je ne vais pas dire infinie, mais immense. Les éléments complets qui constituent l'eau de mer, c'est combien d'éléments? Bah, tu prends tout le tableau périodique. Hein. Ouais, mais c'est quoi? Ça représente quoi en chiffres? Pour chiffrer ça? Putain, je donne des cours de chimie, mais là, je ne serais même pas répondu. Ah oui, mais je te mets une colle, vas-y. Il faut savoir répondre à tout, mon gars. Bah, ça fait 118. 118 hein. Ça fait 118, voilà. J'espère que mes étudiants en chimie ne m'écoutent pas. Mais ça fait 118, voilà. Donc 118, c'est le total des éléments qui constituent l'eau de mer. Le tableau périodique, le fameux tableau de Mendeleïev. Évidemment, là-dedans, il y en a qui sont à l'état infinitésimal. Ouais. Et là, donc, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est trop complexe, malgré qu'il y a des éléments bien intéressants là-dedans. Hein. Dans toute la liste, là, il y a des trucs, on s'y tient, il y a ça là-dedans. Du plutonium, il y a de l'uranium, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du zinc, du cuivre. Enfin, bon, la liste, on peut y aller. Hein. Elle est vraiment longue. Le sel, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le boire? Nous. Voilà, je suis sur un rafio en plein naufrage au milieu de l'océan et je meurs de soif. Pourquoi j'ai plus intérêt à boire mon urine que l'eau qui est partout autour de moi? De l'eau partout, mais pas une goutte à boire. C'est bien dit ça? Ouais, de l'eau partout, ouais. partout, mais Alors, pas une goutte à boire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la boire cette eau-là? Parce que bon, d'abord, tu risquerais d'avoir des problèmes rénaux très graves. Parce que tes reins seraient bien trop sollicités que pour pouvoir évacuer le sel en trop grande concentration dans ton sang. Ouais. Tu vois? Et puis, il y a un phénomène en médecine qui est que on dit que le sel appelle l'eau. Ouais. Le sel appelle l'eau. Ce qui veut dire que tous tes liquides interstitiels se retrouvent dans ton sang pour essayer de compenser cette salinité trop forte. Ouais. Et donc, du coup, tu te retrouverais avec une hypertension artérielle très grave. Et tu en mourrais. Et là, nous, à l'heure où je te parle, j'ai combien de... Parce que c'est intéressant de savoir aussi, j'ai combien de grammes de sel par litre de sang ou par litre d'urine? Parce que le litre, je sais que le litre de sel, le litre de sel, la teneur en sel contenue par litre de sang se retrouve par litre d'urine aussi, par exemple. Oui, c'est la même chose. Ouais. J'ai jamais goûté mon urine, mais... Non, mais c'est juste une façon d'expliquer un peu le sel, quelque part, on y passe. Non, mais ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si on l'a déjà dit ici, peut-être que je radote, arrête-moi si j'en ai déjà parlé dans ce live. Mais ce qui est amusant, c'est que oui, effectivement, on retrouve dans notre sang tous les sels qui sont contenus dans l'eau de mer, quoi, effectivement. Non, tu ne l'avais pas encore dit, mais vas-y, tu peux t'exposer et t'étaler sur le sujet parce que c'est pas mal ça. Parce que comme ça prouve bien d'où on vient quelque part. Hein? Oui, exactement. Allez, vas-y, je te laisse y aller. Ça, c'est ton domaine, ça. Moi, je trouve ça c'est une histoire fabuleuse. C'est quand on analyse notre sang.
bon, tu retires les globules rouges, les globules blancs, etc. Hein, tu retiens le plasma. Et en fait, dans notre plasma, il y a 9 grammes de sel par litre. C'est ça, 9 grammes. Ouais, ça, c'est ce que j'avais retenu, ça. Mais ce qui est marrant, c'est que bon, donc notre sang est moins concentré en sel que l'eau de mer, mais par contre, on retrouve exactement tous les mêmes sels. On a tous les mêmes sels, tu vois. Et ce qui nous rappelle qu'il y a bien longtemps, ben nous, on était des organismes marins qui ont évolué, qui sont sortis de l'eau, qui sont même devenus des mammifères, tu vois. Voilà, ça nous rappelle qu'un jour, nous étions aussi peut-être dans un aquarium. Non, mais en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est si aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, on a avancé ou on a tout simplement été dans le mauvais sens. Et est-ce qu'on n'a pas reculé au bout du compte? Nous, bipèdes qu'on est, on vient de la mer, de l'océan, quelque part. Mais bipèdes qu'on est aujourd'hui, par rapport à un corail, je prends un corail. Je suis grossier parce que je dis un corail. Hein. Un corail, c'est simplement ni plus ni moins que du matériel. Un corail, c'est du matos. C'est quelque chose pour construire quelque chose. Mais vous m'aurez bien compris. Hein? Ouais, on te comprend. Tu parles du matériau ou bien de l'animal. Ouais, voilà. Donc, après, nous, en tant que bipèdes, au bout du compte, est-ce qu'on a vraiment avancé dans notre évolution ou on a reculé par rapport au corail? Par rapport à d'où on vient. Ça, c'est un sujet qui me passionne, tu le sais bien. Ouais. Ce que tu poses là comme question, alors si tu me lances sur ce débat, là, je suis parti pour 3 heures. Parce que, effectivement, donc, les coraux, c'est nos ancêtres. Ouais. Hein. Nous étions des coraux il y a 500 millions d'années. Hein. C'est d'ailleurs, le corail, c'est un des premiers animaux complexes qui a existé sur Terre. Après, il a évolué, c'est devenu des échinodermes, donc les concombres de mer, les oursins, etc. Les poissons, etc. Mais en tout cas, le corail, c'est vrai, enfin, les coraux avaient déjà mis en place tous les mécanismes cellulaires qu'on a toujours aujourd'hui en nous. Ils étaient déjà présents dans les coraux et ça, c'est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces mécanismes n'ont pas changé beaucoup. Tu vois? Et puis, il y a quelque chose qu'on avait observé, c'est que les coraux, c'est des mangeurs de viande, hein, c'est des planctonophages, c'est des carnassiers. Hein. Et eux, tu vois, ils ne développent pas de cancer. Voilà, j'allais y venir. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que nous, en sortant de l'eau et bipèdes que nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas fait marche arrière? Est-ce qu'on n'a pas reculé dans notre évolution? En sachant que tu prends un corail, grossièrement appelé, quelque part, c'est l'être parfait terrestre. Parce que par sa simple biologie, lui, ne développera jamais de cancer. Si ça, c'est pas la perfection planétaire, si eux ne sont pas les premiers, tu vois, parce qu'en fait, ils sont complètement dans leur milieu naturel sain, stable, hein, non détruit par l'homme, par les bipèdes que nous sommes. Eux sont les êtres immortels. Ils sont carrément sans la présence de l'homme, ce sont les êtres immortels de la planète. Tu es d'accord avec moi? Je vais t'expliquer un truc. Tu vois, c'est bizarre. On est tous les deux. Il y a 500 millions d'années d'évolution entre les deux, entre l'homme et le corail. On est tous les deux des carnassiers, donc on devrait. Donc nous, on développe des cancers, c'est normal, comme tous les mangeurs de viande. Tu vois, tous les mangeurs de viande développent des cancers. Mais les coraux, non. Alors pourquoi? Eh bien, on s'est posé cette question-là, et donc les biologistes, il y a 30 ans, il y a 25 ans, ont commencé à chercher des molécules anticancéreuses dans les coraux. Ouais. Le pari est gagnant. Aujourd'hui, énormément des molécules qui sont en test préclinique ou clinique contre des maladies qui nous affichent tous, comme le cancer, eh bien, beaucoup de ces molécules proviennent de coraux, tu vois. Ou au moins ont été inspirés par les molécules coralliennes. On s'écarte du sujet, mais je voulais faire une petite parenthèse parce que je trouve ça tellement passionnant et que j'en parlerai des heures et que je t'écouterai en parler des heures. Mais on s'est écarté du sujet, mais c'est chouette. C'est chouette d'avoir fait la petite parenthèse. Bon, on retourne sur nos sels. Voilà. Nos sels minéraux, hein, pas nos sels, pas nos déjections. Mais en attendant, dans nos sels, on retrouve énormément de sel aussi. Il
y a beaucoup de sels différents. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bon, il y a pas trop, hein, Là, on est sel pour sel, là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point? Donc, on a parlé de l'eau liquide, enfin, de l'eau liquide, du Ouais, sel l'eau liquide, liquide, où tu peux, des on peut inventer polluants. l'eau déshydratée aussi. Ça coûte moins cher au transport. Ouais, Ouais, tu ouvres ta bouteille, tu mets de l'eau et tu as de l'eau. Ça aussi, ça peut marcher. ouais, ouais. Mais il faut savoir trouver la méthode de déshydrater Bon. l'eau. Eh ouais, Ça, c'est mais une tu belle invention, rigoles. hein, ça. Non, mais tu rigoles, mais nous, on fait de l'eau en poudre parce que JBL, nous, on achète pour le labo, on achète l'hydrodure, c'est ça? Ouais. Hydrodure de JBL et on fait notre eau douce avec Ouais, ça parce qu'on a aussi du poisson d'eau douce. ouais. Donc, enfin, moi, je trouve ça toujours hallucinant qu'on fabrique de l'eau douce avec de la poudre. Ah ouais, parce qu'en fait, là aussi, tu y rajoutes tellement de macro-éléments à l'eau douce pour qu'elle soit parfaite, en fait, Ouais. et des sels minéraux aussi, hein. Énormément. Mais je vais te dire, Julien, on a plus galéré À faire de l'eau douce que à faire de l'eau de mer. faire de qualité Ouais, que de faire de l'eau de ouais, bien mer. sûr. Parce qu'au début, avec certains planctons qu'on a, on a Mais tu sais galéré pour pourquoi? faire Tu de sais la pourquoi? Parce que là, on revient sur les sels. Les sels minéraux, les frictions qui ont généré les sels dans des quantités inquantifiables, qui se retrouvent dans la fosse, dans la décante terrestre, l'océan, ils y sont, tu vois? Ils y sont et leurs teneurs, elles sont plus ou moins connues pour pouvoir reproduire de l'eau de mer. Et donc, on n'y arrive pas trop mal. Dans ce qu'on sait faire, on se débrouille, on se démerde. Maintenant, tu vas prendre des poissons d'eau douce qui proviennent donc bien spécifiques à leur endémie, hein. Par exemple, tu vas prendre un poisson qui vit à 4 km de la chute de la cascade qui se trouve au Panama, tu vois, hein, et là, tu as la source qui coule et qui érode une certaine roche, tu vois, et tu vas avoir qu'un type de poisson, mais ça va être le seul endroit au monde où tu vas retrouver ce poisson d'eau douce. Et nulle part autre sur la planète, tu vas le retrouver. Et ça sera simplement parce qu'il aura joui des minéraux qui l'entourent, mais qui seront produits par les éléments extérieurs et à proximité qu'on ne retrouvera pas autre part. Et là, tu vas chier pour reproduire ces environnements chez toi. En gros, c'est ça. Ouais, tout à fait. Moi, franchement, j'aime de plus en plus l'eau douce d'ailleurs pour ça. C'est que, bon, le récifal, j'adore évidemment, mais de plus en plus, d'ailleurs, j'ai un petit bac maintenant à la maison aussi d'eau douce et j'adore ça. Mais il y a une complexité quand même qu'on sous-estime beaucoup avec l'eau douce. Ouais. Justement parce qu'on a beaucoup plus de niches écologiques Différent, c'est ça, en eau douce. Ouais. très spécifiques. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point on connaît peu finalement toutes ces niches écologiques. Tu vois, j'ai l'impression qu'on connaît mieux aujourd'hui avec nos sondes qu'on envoie dans l'espace, on connaît mieux la surface de Mars que les niches Et écologiques ça, c'est nos dommage. océans. Ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Ça ne va pas les faire changer d'avis, hein. Ils ont décidé d'explorer l'espace et pas nos océans et ni nos niches écologiques. Donc, et pourtant, on a tellement à apprendre de nous-mêmes et de ce qui nous entoure, mais on préfère aller au-delà des étoiles. Je trouve ça complètement ridicule, moi. Dépenser des milliards Ouais. et des milliards par an pour. Pour la conquête en général. Ouais. Et c'est beaucoup une fuite en avant. Alors qu'on vient de la mer, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc, je pense que si on étudiait plus la mer, on se connaîtrait mieux nous-mêmes. Et on se porterait mieux, ouais. Ouais, j'en suis persuadé. Toujours. Ouais, c'est certain. Mais bon, voilà, on est comme ça. Ouais. On est comme ça et puis ça ne changera pas, hein. On ne va pas dans le bon sens. J'encourage vivement, je suis toujours admiratif devant tout ce savoir qui est accumulé au sein de la communauté aquariophile que j'adore pour ça. Ah ouais, de toute façon, c'est énorme. dans les partages qu'on a, les expériences de chacun, bonnes ou mauvaises, c'est de l'apprentissage tous les jours. Un gars qui va faire 10 conneries par an, eh ben, il peut faire qu'une chose, c'est s'enrichir en connaissances. S'il est bien assisté des autres qui l'entourent. Voilà. Après, même les pros font des conneries aussi, hein. Personne n'est à l'abri d'une bourde, de toute façon. Et même les pros en apprennent tous les jours. Même toi aussi, aujourd'hui, tu en apprends encore tous les jours. Je peux t'en dire, mais je ne le ferai pas. Mais oui, il y a des conneries partout. Partout et tout le temps, il y a des conneries de toute façon. On n'est pas les meilleurs, hein. On n'est pas les meilleurs.
Mais bon, voilà, Et c'est c'est comme l'apprentissage. Et c'est ça qui fait la communauté. C'est que tout se dit, tout se discute, tout est discutable, et tout est après contrôlable. Voilà, et donc c'est ce qui fait avancer aussi les choses, hein. La communauté telle qu'elle est fait avancer les choses. Au niveau aquariophile oui, et de mer. ah oui, 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 c'est sûr. Ça s'est drôlement modernisé aussi. Et moi, je trouve ça fabuleux, ces outils Internet aujourd'hui qu'on a. Ça nous permet de partager 1000 fois plus, quoi. Oui, oui. Que avant. Avant, je me souviens, j'étais gosse, on avait un ou deux bouquins qui valaient plus ou moins la peine. Et Ouais, quand on avait voilà, le bouquin, on le gardait longtemps et puis on le lisait 40 fois parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Et ce qu'il y avait dans le bouquin, on l'assimilait vraiment. Là, la différence du bouquin, tu vois, il était tellement rare et précieux que pendant 3 mois, tous les jours, tu l'avais en main, ce bouquin, tu vois. Aujourd'hui, le flux d'informations, quand il arrive vers toi, tu le prends, tu le captes, tu vas capter, enregistrer la partie qui t'intéresse le plus, hein, et puis ce qui t'intéresse le moins, elle va t'échapper, tu vois. Et tu n'auras plus ce support papier pour aller, tiens, j'ai zappé le truc, il faut que j'aille rechercher l'information. Mais voilà, et donc c'est parti dans le temps, dans l'espace-temps, et tu l'oublies. Voilà, alors que le support papier, quelque part, ben, il était tellement rare et précieux que tu te le farcissais pendant 3 mois. Hein, et puis voilà, quoi, la différence, elle est là, hein. Ça va? voilà. Qu'est-ce qu'il y avait comme point qu'on pourrait rajouter Ben, les sels miniers, tout à on l'heure, était aux sels miniers, je ne sais pas si. Avec, m'ont échappé. avec tous les sels miniers, est-ce qu'on refait un saut de sel? Donc il y a le sel reconstitué, les sels naturels, et on avait parlé de la troisième catégorie qui était les sels miniers. Oui, ben, les sels miniers, on en a déjà touché un petit mot. Il y a des mines un peu partout dans le monde. Ces sources minières fluctuent en fonction du coût des matières premières. Et l'eau, au fil des millénaires, a percolé. Et pour peu qu'au-dessus, il y ait une roche chargée en nickel, en argent, en aluminium, en plomb ou en cuivre, eh bien, cette eau va se retrouver chargée en plomb, en cuivre, etc., va se retrouver dans les nappes, dans les veines de sel. Et donc, alors je ne dis pas que toutes les mines sont pourries, hein, loin de là. Il y en a qui valent, je pense. Non, mais une mine qui est restée depuis 10 ans correcte, du jour au lendemain, elle peut devenir pourrie. Ouais. Si je prends la géologie terrestre, Ah oui. tu peux arriver sur une nervure de sel exploitée pendant 10 ans, et du jour au lendemain, tu peux tomber sur la veine, elle est plus viable en fait. Ça arrive, non? Ouais, tout à fait. Et donc elle commence à être de moins en moins viable, et jusqu'au moment où les gars ils s'en aperçoivent, ils font oh ici les gars il faut arrêter de prélever parce que on commence à choper que de la merde quoi. Ça, Alors il y avait une autre chose aussi dans beaucoup, enfin dans certains sels particulièrement synthétiques, mais pas uniquement. On a tendance aussi à rajouter, on a pu le voir dans les labos en passant les sels euh, en spectrophotométrie, on a pu se rendre compte que certains sels contenaient des pics, comme on dit dans le jargon, des pics un peu bizarres. Et puis en analysant un petit peu ces pics, qui ne sont pas les éléments du tableau périodique, tu vois, on regarde un petit peu et puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ajouts d'additifs dans les sels, comme des thiosulfates par exemple, etc., qu'on rajoute dans les sels dans le but d'améliorer leur dissolution ou dans le but d'éviter leur agrégation. Tu vois. mais ça c'est quoi? C'est juste un but commercial ça? Ben, si tu sais, donc tu sais que bon, les seaux de sel, tu les ouvres, ça prend vite l'humidité, donc ça forme des agrégats. Ouais, des croûtes, tout ça. Hein. On se dit, c'est pas terrible. Et donc, quelques marques de sel ont trouvé la parade à ce problème d'agrégation, en rajoutant notamment certaines molécules, comme du thiosulfate ou même certaines formes de cyanure même. Qui sont notamment utiles pour se débarrasser du chlore présent dans Ah oui. l'eau issue du robinet, par exemple.
et du coup de s'affranchir d'aérer l'eau avant de l'utiliser et du coup de la déchlorer naturellement par un bullage, justement avec ces sels où on a ajouté du cyanure. Ça neutralise le chlore présent dans l'eau naturellement. Parce que je sais pas si tu sais, mais tu sais aux États-Unis, bon, beaucoup de sels sont vendus sur le marché américain. Ouais. Hein. C'est un gros marché, du marché américain. Donc beaucoup de sels ont été développés, surtout en premier pour le marché américain. Et donc c'est vrai que beaucoup de fabricants sont mis à répondre aux besoins des États-Unis, notamment en matière de neutralisation du chlore qu'il y a dans l'eau du robinet. Ouais. Tu sais, moi, j'ai habité quelques années aux États-Unis et c'est vrai que je trouvais ça bizarre au début. L'eau chlorée du robinet, c'était hallucinant ce que ça puait le chlore. Parce que la politique américaine, c'est de chlorer au maximum l'eau du robinet. Ouais, pour éviter tous les éléments pathogènes qui pourraient se trouver dans la flotte, quoi. C'est ça, en gros. Ça. Et ils ont très à la trouille de tout ce qui est bactéries hein, chez eux. Les Américains, pour ça, ils sont pipards. Hein. Ils ont vraiment peur d'attraper la chiasse. Les marques se sont mises à vouloir neutraliser ce chlore de l'eau du robinet américaine. Et donc, on se retrouve notamment avec du thiosulfate dans certaines marques de sel. Alors voilà, c'est un débat, quoi. Il y en a qui disent que ça n'a pas d'incidence sur la faune. Ouais, c'est terrible ce que tu dis. Il y aurait même du cyanure, que tu me dis. Quelle marque peut faire ça? Certains sels de cyanure qui sont rajoutés pour éviter l'agrégation, ça. Ouais. C'est de la connerie, parce que même si je laisse un seau de sel ici une semaine ouvert, il va prendre l'humidité, il va faire un gros bloc, tout dur. Hein. Je pourrais le foutre dans un seau de flotte et le sel, il sera encore bon. Mais je vais te dire, il vaut mieux un sel, à mon avis, qui fait un bloc tout dur qu'un sel qui ne bouge pas, en fait. Tout fin alors qu'il est ouvert. Ouais. Une fois, je me rappelle, j'avais acheté un seau chez Triton Laboratoire. Tu vois. Et là, leur sel, il est au carré hein, pour rétablir les paramètres dans l'ordre après un test ICP. Et quand j'avais reçu les seaux de sel, en fait, c'était des blocs. Donc, tu tapais dessus. C'était des blocs, quoi. Il n'y avait aucun grain. C'était vraiment du béton coulé. Et je téléphone au gars. Je téléphone au gars qui m'avait fait parvenir les seaux de sel et je dis qu'est-ce que tu m'as vendu comme merde? Tu m'as vendu des blocs de béton. Là. Il me dit arrête tes conneries, tu mets ça dans l'eau. Ça va prendre un peu plus de temps pour être dilué, mais le sel il va être parfait. Et je l'ai écouté, je l'ai fait. Et donc je me serais retrouvé à foutre 2 gros blocs comme ça dans une bassine de flotte. Et le truc il m'a fait de l'eau de mer quoi. Et nickel. Je pense pas que ce soit un problème. Bon, il avait pris un peu l'humidité, c'est vrai. Il a fallu un peu plus longtemps pour que le bloc fonde, hein. C'est certain aussi. Mais ça m'a fait de la bonne flotte en tout cas, hein, c'est certain. Enfin voilà, petite anecdote au passage. Donc il ne faut pas avoir peur d'un seau de sel, d'un bloc de sel en fait. Hein. En ouvrant le seau, si vous avez un bloc de sel, c'est pas grave hein, en soi. Il n'est pas périmé quoi. Du sel, ça se périme pas, en gros. Hein? Non, mais je reviens à ce qu'on disait au début. Ouais, peut-être qu'il peut y avoir certains éléments qui s'évaporent, comme l'iode ou des conneries comme ça. Mon inquiétude, c'est qu'un sel trop vieux, voilà, il y a certains éléments qui disparaîtront. Ouais, qui disparaissent. Et en même temps, quand on va rechercher des sels miniers, il est là depuis des millions et des millions d'années, et puis on l'utilise toujours. Hein, et dans la mine, c'était un bloc aussi, c'était des gros blocs de sel. Ouais. C'est couillon. Ouais. C'est comme ça, en fait. Hein ouais, je rigole, c'est un rire nerveux, Olivier, parce que l'un dans l'autre, on s'y retrouve quand même. Ce putain de bloc de sel, en fait, il était à 10 000 mètres de profondeur. J'exagère, hein. Il était en bloc, c'est pas grave. On en fait de la poudre, on te vend, c'est pas grave. Et s'il vient faire un bloc de sel chez toi, on se dit putain, ce connard de sel, il a fait un bloc, il est plus bon. Alors qu'en fait, d'un bloc de sel, on a fait de la poudre, on te l'a vendu. Et quand on te l'a vendu, et bien garé, ce sel de merde de mine, hein, et qu'il a refait un bloc chez toi, on te dit putain, ton sel, c'est de la merde, c'est un bloc, jette ça. C'est couillon, en fait. Je rigole, mais c'est tellement con. Blague. Il est tout content, il a trouvé sa blague.
Non, je rigole, mais parce que c'est vrai, c'est très con, quoi. Enfin bon, passons à autre chose. J'ai commencé à choper à une crise de rire ici. Ah là là. Enfin bon, ceci dit, quand vous recevez un seau de sel, et que ça fait un bloc, c'est pas grave, utilisez-le. Hein. N'allez pas agresser votre marchand en disant tu m'as vendu de la merde. Ton seau de sel, c'est un bloc de sel. Non, je crois que c'est pas un problème majeur. En tout cas, non, l'aquariophile ne doit pas le jeter. Non. Ouais, non, c'est pas un problème. Enfin bon. Je ne sais pas, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Tiens, voilà, toi qui fais la partie laboratoire, je prépare mon eau. Donc je sais que je vais être à 35 grammes de litre, 35 grammes de sel par litre d'eau, osmosée. Hein, attention, osmosée. Parce que si elle n'est pas osmosée, on n'est plus à 35 grammes, n'est-ce pas? Non. Voilà, donc 35 grammes de sel pour un litre d'eau osmosée. Je fais ma préparation. À quoi je dois faire attention avant de faire mon changement d'eau? Je fais le con, hein, parce que moi je le sais. Beaucoup de ceux qui nous regardent le savent aussi, mais peut-être que certains ne le savent pas. Les priorités. Bah écoute, il faut. Moi, je regarde en premier le pH. Quoi. Voilà, déjà, ouais. Contrôler le pH, parce que c'est pas parce qu'il est marqué sur le seau de sel que après mélange, votre pH sera 8,4 qu'il l'est nécessairement. Non, si ton eau a suffisamment bien été aérée, ouais. Et ça, encore d'une marque à l'autre, le temps d'aération nécessaire est différent. Voilà. Et il y en a, il ne faut même pas aérer. J'ai pu lire ça sur une marque assez couramment. Enfin, assez couramment, il y a peu de temps qu'il ne fallait pas aérer. Il fallait mélanger un quart d'heure, une demi-heure, mais après 2 heures, c'était déjà plus top. Tu vois. Donc là aussi, on se demande pourquoi après 2 heures, ça devient déjà critique de l'utiliser. Mais là. Attends, je comprends pas. Donc, tu as eu un sel. Oui, il faut pas le ventiler, il faut pas le buller, il faut juste le brasser légèrement, mélanger le sel. Et quand la température, la densité et le pH est bon, il faut l'utiliser. Ouais, mais si tu attends 2 heures, il est plus bon. Voilà, bah, si tu attends 2 heures, il est déjà moins bon, tu vois. Et si tu attendrais une nuit, à la limite, tu pourrais avoir des problèmes. Mais moins bon, qu'est-ce que tu veux dire moins bon? Le pH a fluctué ou... Ouais, le pH, non, le pH serait bon, mais le pH serait bon, c'est. On en parlera en privé parce que je ne vais pas m'étaler là et taper sur la gueule de quelqu'un, mais quand je lis la notice, je la trouve aberrante aujourd'hui. Mais enfin, nous, on a le Royal Nature, là. Alors, il y en a. Ah, Gilles, là. Gilles, elle est bonne celle-là, je la retiens. Quoi? Non, je parle à Gilles Cucumel. Il dit qu'il a fallu qu'on foute notre grain de sel là. Hein. Oui, donc il y a des sels qui se dissolvent. Donc, parmi les deux, c'est lequel encore? Le Young Balance Pro. Lui, en une demi-heure, il est complètement stabilisé. Quoi. Stabilisé, donc pH, ok. Oui, donc j'en étais, oui, celui-là, donc le pH après une demi-heure, tu me dis qu'il est bon, c'est génial. Donc contrôler le pH avant le changement d'eau, mais qu'est-ce que tu contrôles d'autre? Il faut vérifier la température aussi parce que ça influe sur la densité. Oui, bien sûr. Ouais. La température. C'est pas selon la température, il faut se caler à, possible au moins à 25 degrés. Ouais. Moi, ce que je fais pour être sûr de ne pas me casser la gueule lors d'un changement d'eau, et même s'il est marqué sur le pot, c'est le cache. Oui, le cache, oui. Ça, je fais super gaffe parce que soit il peut être trop haut par rapport à l'eau du bac avant le changement, ou soit il peut être méchamment inférieur. Et ça, généralement, évidemment, ça se ressent sur le pH. Mais imaginons, tu as un bac à 8 de KH et tu vas faire un grand changement d'eau, mais un gros changement d'eau, et tu vas être à 6 de KH dans ton eau neuve, tu vois. Et là, tu vas faire ton changement d'eau. Ben là, c'est déjà pas bon. Hein. Là, généralement, le résultat, ça pue. C'est pour ça qu'avec Royal Nature, par exemple, où le pH est relativement élevé, quand tu as reconstitué ton eau, c'est pour ça qu'on préconise de ne pas faire des changements de plus de 25% d'un coup. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. C'est pour ça qu'on demande de ne pas faire des changements de plus de 25% d'un coup. Ah oui, voilà. Ouais. Tu vois, c'est justement pour ce problème-là. Ouais. Donc là, tu peux pas te taper un changement d'eau à 50%. Quoi.
Là, c'est casse-gueule. Ben, si tu as un cash, Si tu as un cash équilibré, il n'y a pas de problème. Un changement avec du Royal Nature à 50%, tu vas te retrouver avec un cash d'eau reconstitué à 9, 10. Ça fait une belle hausse quand même. Donc, voilà, ça peut être dérangeant pour certains animaux fragiles. Ouais. Ouais, il recommande du 8-10%. Ouais. 8-10%. Bah, 10%, de toute façon, c'est à peu près la tapée générale hein, en changement d'eau. Ouais. 10%, c'est à peu près ça. C'est rare, c'est quand on commence à avoir des problèmes de paramètres d'eau et qu'il faut les rétablir qu'on va commencer à taper du 50% de changement d'eau. Ou avoir une grosse merde dans la flotte, là, on va taper du 50% de changement d'eau. Une grosse merde, il vaut mieux un choc de cash que les animaux crevés à cause de ta grosse merde. Ben ouais, c'est certain, ouais. C'est certain. Non, mais moi, par exemple, j'ai un bac où je tourne entre 7 et 7,5 de cash, tu vois. Ouais. Ben, j'aime bien faire attention de ne pas être plus bas, quoi, tu vois, parce que c'est déjà bas. Le tampon, tu vois, après, ce qui me sert de tampon, c'est déjà bas. Alors, quand tu vas mettre un mélange avec un cash plus bas que 7, là, c'est périlleux, quoi. Là, c'est casse-gueule. Là, tu peux te taper une acidose sur une nuit. Le lendemain, tu peux avoir pété ton pH et puis avoir des belles nécroses, quoi. Et surtout si tu as un rack en plus, je ne sais pas si tu utilises un rack, je ne me souviens plus, Julien. Mais, Comment? Et surtout si tu as un rack en plus. Ah ouais. Non, moi je travaille plus avec. J'ai encore un rack que j'utilise vraiment sur un bac, mais c'est une méthode qui me plaît plus aujourd'hui. Le rack, j'aime bien le belling moi maintenant. Même sur des très gros volumes, j'aime bien le belling parce que c'est une sécurité au point de vue pH. Il faut savoir que le rack sédimente. Hein. Le rack aide à la sédimentation aussi, hein, à la mauvaise sédimentation. Donc j'aime moins. Aujourd'hui, je préfère le baling. Ouais, c'est sûr que contrôler le pH avec un rack, c'est galère. Et puis après, tu peux avoir l'accident de matériel aussi hein, qui te diffuse une grosse proportion de CO2 dans ton bac. Et puis là, tu te casses la gueule, tu perds tout. Moi, j'ai déjà perdu. Hein, j'ai déjà perdu beaucoup. J'ai déjà eu pas mal de pertes à cause de ça. Ouais. Une campagne qui merde. Ouais, juste. Bon, après, je sais pas ce qu'on peut rajouter. Vous avez peut-être parlé du baling ou autre? Non, le baling, c'est déjà des sujets fortement abordés pour le moment sur plein de forums. À moins que tu étudies un peu le truc et que tu aies quelque chose de nouveau à apporter au niveau du baling. Bah écoute, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Moi, j'oserais pas trop me prononcer sur. Voilà, j'ai pas un avis tranché sur baling. Il y a du bon, il y a du mauvais, je pense. Alors, c'est indéniable, le côté pratique du baling, c'est indéniable. Ouais. C'est facile, tu maintiens un pH élevé, tu prends pas trop de risques de la chute du pH que tu peux avoir à cause d'un rack pour maintenir ce pH élevé, etc. Donc, c'est vrai que ça. Et puis, c'est super facile, tu as 3 pompes doseuses et tu mets tout ce que tu veux. Mais bon, après, moi, je pense qu'on ne peut pas tout régler, tous les problèmes avec un baling. Quoi. Non, et puis après, ça dépend aussi du volume que tu traites sur des petits bacs. Moi, je dirais que jusque 1000 litres, 1000 litres, 1500 litres, ça reste encore raisonnable. Au-delà, c'est fini, tu oublies le baling. Au-delà de 1500 litres, pour moi, il y en a qui abandonneraient avant. Hein. Au-dessus de 700 litres, ils passeraient tout de suite au rack, ils abandonnent le baling parce qu'ils penseraient que ça coûterait trop cher. Mais aujourd'hui, il y a des balings franchement qui coûtent vraiment pas cher, qui sont vraiment raisonnables dans le prix, même pour monter au-delà des 1000 litres, même des 1500 litres. Après, il faut commencer à dégager des grosses consommations sur des bacs qui frôlent qui dépassent les 1500 litres. Là, après, le baling, ça devient vraiment chaud financièrement. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans les travers du baling en se disant oui, ok, on maintient un pH élevé, donc plus besoin de faire des changements d'eau, je remplace. Non, tu n'es pas obligé de maintenir un pH haut avec un baling. Hein. Moi, par exemple, je maintiens des pH de 7 sur un baling. Hein. T'en fous. Hein. C'est toi qui gères ça. Hein. Tu vois. Mais je pense que ça ne remplacera quand même pas les changements d'eau. Ah, de toute façon, c'est pas fait pour ça. Hein. Mais certaines personnes pourraient penser que tu vois, ok, comme mes valeurs sont bonnes. Non, aller chercher le baling, c'est vraiment combler la grosse consommation. Donc là, généralement, tu es en bac SPS et LPS
ou full SPS. Et là, tu as des bacs qui bouffent du carbonate et du calcium à gogo, quoi, tu vois. Et là, tu n'as pas le choix que de complémenter tous les jours, et même plusieurs fois par jour, par le biais des pompes doseuses, tu vois. Donc, pour avoir une stabilité dans les paramètres, là, tu vas, ouais, bah voilà, Maharaja 7-7 de KH avec un baline, ça c'est parfait, mais là, tu vas aller chercher un milieu oligotrophe déjà, pour être à 7-7, 7-5, 7-7, même 7. Moi, j'ai tourné des mois et des mois à 7 de KH, mais pas de nitrate, pas de phosphate. Hein. Ça tient le coup, hein, c'est nickel. Même ton pH, il reste. Hein. Il reste nickel. Maintenant, après, avec des nitrates élevés, phosphate élevé, là, il ne faut même pas jouer avec des teneurs en KH basses. C'est casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule. Ouais. Tout à l'heure, on n'a pas parlé dans les sels, pour revenir aux sels, justement des phosphates et des nitrates. Ouais, vas-y. On n'a pas parlé. Mais voilà, ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte, quoi. Quand on reconstitue de l'eau de mer, il faut faire gaffe à la teneur en phosphate et nitrate. Il peut avoir mieux. Il ne faut pas d'extrême, et il faut en avoir aussi. Et où dans certaines marques et où dans certains lots. Ouais. D'un lot à l'autre, on peut avoir des variations. Bon. Donc il faut faire gaffe, quoi. D'autant plus que de l'eau de mer, enfin, des sels, on en consomme beaucoup. Donc, si chaque fois, on revient avec une couche de phosphate ou de nitrate, ben, ces taux-là vont s'accumuler lentement, mais sûrement dans l'aquarium. Eh oui, mais ça, après, bon, chacun est équipé. Hein. NO3, PO4, c'est dans les paramètres qu'il faut contrôler toutes les semaines quand on a un bac, je dirais, stabilisé. Hein. Sur un bac stabilisé toutes les semaines. Maintenant, après, il y a des gars qui connaissent leur maintenance sur le bout des doigts. Hein. Ils doivent même plus contrôler les nitrates, par exemple. Ils le voient, il y a à l'œil, une accro qui commence à perdre ses couleurs, généralement, ou à se foncer, à devenir brunâtre. Généralement, ça pue. Hein. Donc là, généralement, les mecs, ils vont vite chercher le test nitrate, phosphate, parce qu'il y a une merde qui traîne dans l'eau, généralement. Quand l'accro bleu commence à virer au brun, ça pue, c'est pas bon, ça. Voilà. Donc ça, c'est des signes précurseurs, mais ça, c'est les mecs qui sont habitués, les gars qui tiennent des accros. Ils voient vite la différence. Hein. Ils voient vite s'ils attrapent des nutriments en excès dans l'eau. Voilà. Après, bon, les nutriments sont recherchés pour ceux qui maintiennent des courroies à grosses polypes, hein, des LPS. Hein. Là, on peut y aller. Hein. Il y a des bacs, on peut les gonfler à 50 mg de nitrate au litre. Ouais, les nitrates, m'inquiète pas. Voilà, c'est les phosphates qui sont mortels, évidemment. En excès, les phosphates, ça, c'est la plus grosse merde. Bon. Après, aujourd'hui aussi, hein, il y a tout pour les contrôler, les phosphates. À partir du moment où c'est un bac qui tourne bien, il est facile de se débarrasser des phosphates hein, aujourd'hui. Avec les produits qu'on a, les filtres qu'on a, solutions ferriques ou non ferriques, mais des phosphates aujourd'hui à retirer d'une colonne d'eau, c'est rien. C'est quand elle est accumulée que c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus emmerdant à retirer, les phosphates. Phosphates organiques ou désorganiques, voilà. Il faut savoir où elles se trouvent. Je sais pas, au niveau sel, tu avais quelque chose à rajouter, Olivier ou Cyril? Écoute, non. Non, comme ça, non. Bon, après, voilà, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer à Cyril pour leurs questions. Alors Cyril, je ne sais pas s'il avait le diagramme, si vous avez le diagramme là, de la proportion des sels et de l'eau, peut-être à mettre sur le... Ah oui, on va le partager. Vous le mettez sur le fil de discussion du live, comme ça les gens ils le voient. Et puis à la limite, si on pourra tenter de poser une colle sur le diagramme pour le petit concours qu'on va faire après. Hein? De discussion, ouais. Hop. Voilà, je l'ai posté. Voilà, nickel, impec. Donc là, c'est quoi? T'as posté quoi là? C'est un diagramme, je ne le vois pas moi. Ouais, un diagramme composition de l'eau de mer naturelle et puis un sel reconstitué Royal Nature. Ok, impeccable. Donc faites attention, les auditeurs. On va certainement vous poser une question sur ce diagramme. Alors là, c'est super compliqué parce que vous avez le diagramme sous les yeux en fait. Donc, soit qui rate la question, là, on ne manquera pas de ne pas lui envoyer de sel.
On vous dit compte. Non, donc on le rappelle peut-être, Julien. Ouais. Donc, il y a 3 seaux de sel de 10 kilos Ouais. à gagner. Donc, pour ceux qui ont Bien, va suivi promettre avec un intérêt ce petit live, bien tranquille, on va mettre à disposition sur le groupe Refengeek un petit questionnaire dont vous pourrez répondre. Hein. Ce questionnaire, parmi ceux qui auront bien répondu à toutes les questions, les noms seront notés et il y aura un tirage au sort qui sera effectué, un tirage au sort automatique, donc par un robot et pas par nous. Hein, donc dans ceux qui auront répondu correctement. Et les 3 qui seront tirés au sort eh ben, recevront un sel de 10 kg. Voilà, un seau de sel de 10 kg. Donc, on leur envoie depuis Marseille, hein, là où on est situé, on leur envoie le seau. Voilà, à la porte. Voilà, on envoie en 24 heures dans toute la France. Ah bah, c'est sympa de ta part, c'est bien gentil. Voilà, donc le questionnaire ne courrait pas après. Hein. Il arrivera dans le poste de discussion du live, en fait. Pas aujourd'hui, hein, parce qu'on va se retaper le live, on va voir un peu les conneries qu'on a pu vous raconter, en fait. Et on va cibler 2-3 questions auxquelles on aura discuté, et puis ça sera à vous de jouer après. Ok, à vous de répondre, et puis de reposter ce questionnaire vers nous, vers les administrateurs du groupe, en fait. Ça va? Voilà, j'espère qu'ils ont compris. Il y avait une question de Dédé Récif. Dédé Récifal, ouais. Au niveau de son sel bleu? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Un sel qui devient bleu en vieillissant, pourquoi et dû à quoi? Est-ce qu'il reste utilisable? Alors, si je me souviens bien du cours de chimie, alors tout ce qui devient bleu, donc ça, c'est des oxydes de cuivre. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Ça doit être des. Alors, il y a deux choses. Hein. Sur le plan chimique, il y a les oxydes de cuivre qui ont tendance à devenir bleutés, mais il n'y a pas que ça. Hein. En tout cas, le plus connu, c'est celui-là. Alors, ce serait quand même inquiétant, ça, qu'un sel devienne bleu, parce que ça veut dire qu'il y a du cuivre à la base dedans. Du cuivre ou autre chose? Non? Sinon, sur le plan bactériologique, il y a aussi certaines bactéries, non, pas les cyanos, les pyocyaniques, les bacilles pyocyaniques. C'est des bactéries qui, en poussant, ont tendance à former des films, de biofilms bleutés. Mais ça, je doute que ça puisse se passer dans un sel. Je ne pense pas. Moi, je pense plus à l'oxydation de certains métaux. Hein. Métaux ou du. Allez, peut-être lors d'un mélange de potassium? Non? Le potassium deviendrait bleu. Potassium, ouais. Bleuté, potassium. On va savoir après. Non, un certain sel de potassium peut-être, mais le potassium en lui-même, je pense pas, non. Non, mais va imaginer un sel mal mixé ou tu vois ou dans un mélange, un apport de potassium ou autre, on aurait fait une croûte bleue et puis on aurait coloré le sel, tout simplement. Il faut voir un peu ce qu'ils utilisent. Après, difficile de savoir, hein, sans analyser le truc. Pour moi, c'est le signe d'oxydation d'un métal, quoi. À cause de l'aération à l'oxygène. Ouais. De toute façon, s'il y a coloration, généralement, il y a oxydation. Souvent. Ouais. Et moi, je penserais vraiment en premier au cuivre. Après, difficile, hein. Tu ne sais pas, sans avoir vu, sans avoir analysé, ce que ça peut être. Hein. Après, ça peut être quelque chose, une pollution extérieure aussi, hein, au seau de sel. Toi, en l'ouvrant, tu peux aussi bien faire tomber quelque chose ou avoir quelque chose qui traîne à proximité, qui tombe dans le seau de sel. Hein. Alors, c'est une très bonne remarque, parce que moi, j'ai déjà remarqué ça, c'est que les sels sont... chopent, évidemment, ils sont déshydratés, ils ont tendance à choper toutes les entours. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ils ont plus Et facile de absorber. capter parce qu'à partir du moment où ils sont déshydratés, là, c'est à l'amateur de faire bien attention, de bien rendre étanche le pot de stockage. Hein. Ouais. Dans un endroit Ouais, propre ouais, aussi. ouais. Et si possible, dans une pièce où on ne fume pas. Voilà, il n'y a pas de fumée, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est très important. Pas de vapeur. Ouais. Et donc là aussi, voilà, Dédé, ça peut être aussi une source de pollution extérieure, hein, ta tache bleue, un truc qui est tombé dedans, et puis voilà, bingo. Hein. T'as foutu le bordel dans Ouais. ton sel. Hein. Mais, Voilà. Hein. Ouais, tu fumes des alors, gitanes bleues alors, au-dessus de ton sel, Dédé, et puis voilà. Pour l'utiliser T'as ou pollué ton pas. sel, Dédé. Non, je rigole, mais. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment connu ça, donc je pourrais pas trop. Mais si Dédé il le veut, s'il a un sel qui est devenu bleu, il peut m'envoyer un petit échantillon et je peux demander qu'on l'analyse, quoi. Je serais quand même curieux de savoir qu'est-ce qui peut devenir bleuté comme Ouais, forme de sel. voilà, Dédé, si ça t'intéresse, Est-ce si tu l'as encore, le sel qui est devenu bleu. tu l'envoies à Olivier, et puis envoie juste un échantillon, hein, n'envoie pas tout le saut de sel, hein. Ça sert à rien. Je Je taquine. peux, je peux envoyer ça à l'université de Genève, à Raimé, lui, il fera une analyse. Ouais, ça va. Bon, Julien, écoute, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Enfin, en tout cas, on va se consulter, nous, pour en poser aux personnes du live. Ouais, ben, on a fait le tour. Après, on a certainement oublié des choses, hein, Olivier. S'adresse, ouais. On est dans le feu comme ça, on se lance à blanc, mais voilà, on n'a pas de script écrit à l'avance, et puis on ne sait pas. Voilà, on a certainement oublié des trucs, hein, puis voilà. C'est pas grave. Mais après, bon, Que les je gens, pense que les gens nous écrivent. on a globalisé un peu le truc. Donc, de toute façon, le questionnaire suivra. Pour ceux qui sont intéressés, ben, remplissez-le, renvoyez-le, et puis on fera un tirage au sort, et ceux qui sont intéressés et ceux qui seront tirés au sort, surtout, ben, recevront ce saut de sel, en fait. Voilà, 10 kilos à la clé. Pour vous, cadeau de la part d'Olivier Planctovi. Voilà, merci à lui. Merci à toi, Voilà. Olivier. C'est sympa. Avec grand plaisir. Pensez à nos membres de Refn Geek. Après, je sais pas, t'attends des questions, Olivier, ou on clôture là? C'est toi qui vois. Voilà, ben, écoute. Donc, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, allez-y maintenant. Et puis, ou sinon, ben, n'ayez pas peur de poster vos questions. Le sel de Schtroumpf, enfin, ça c'est bien vu parce que j'avais pensé en fait. Le sel de Schtroumpf. C'est ça. Il a fait tomber un Schtroumpf dans le sel. Ouais, je like. Salut Pat. Bonne soirée à toi aussi. Donc voilà, bon, Olivier, je sais pas, on clôture là? Ouais, on clôture là. Ouais, c'était sympa, merci à toi. Merci Ça fait Cyril. presque 2 heures, donc c'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir animé tout ça, Julien. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. À la prochaine, les gars. On trouvera un autre sujet aussi bien et aussi plaisant à la prochaine fois, hein, ça va? Oh, il y en a plein, il y en Voilà. a plein, il y en a plein. Allez, prochain live quand vous voulez, les gars. Merci à vous. Hein. Bonne nuit, ciao, ciao. Et ben voilà, c'était un live de plus qui se faisait rare aussi sur FN Geek. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le fil de discussion. On ne manquera pas d'y répondre. Olivier, Cyril aussi, maintenant qui fait partie du groupe FN Geek. Voilà. Il sera là de temps en temps, il viendra voir ce qui s'y passe. Et puis on compte sur toi aussi pour répondre à quelques questions. Hein. N'hésite pas, hein, si tu as des membres qui te posent des questions, ou tu vois des questions pertinentes, où tu pourrais franchement y répondre, n'hésite pas, hein, Cyril, tu peux y aller. Hein. Ça va? Merci. Tu ne nous énerveras pas, tu sais. Tu peux y aller. Allez, je raccroche. Merci à vous, les gars. Ciao. Merci à tous. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Ciao, ciao.